Alors, au Saguenay-Desjardins, c'est d'abord 125 000 membres desservis par leur caisse Desjardins, par les composantes du mouvement, mais également par un centre Desjardins aux entreprises bien implanté dans notre collectivité. C'est plus de 450 employés, dont 75 qui sont directement dédiés aux entrepreneurs d'ici. C'est 74 administrateurs élus parmi les membres et qui s'assurent d'une saine gestion des avoirs et des produits et des services de Desjardins, mais qui s'assure également de prendre des décisions démocratiques qui distinguent tant notre coopérative financière. Desjardins, c'est une institution financière coopérative qui nous appartient collectivement. Vous savez, Desjardins, c'est un leader, autant pour la réalisation de sa mission auprès de ses membres et clients que par son rôle d'acteur de changement quant aux grands enjeux de notre société touchant l'économie, les enjeux sociaux, ou encore les enjeux environnementaux. Pour nous, devenir membre ambassadeur de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière, ça allait de soi. Bien, pourquoi? Bien, d'une part, en raison de notre mission, de notre raison d'être, qui fait en sorte que depuis plus de 120 ans, Desjardins, ses membres particuliers, ses membres entreprises, bien, façonnent notre société d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Humblement, on pense qu'en devenant un membre ambassadeur, on va pouvoir être un porte-voix de nos 125 000 membres, dont 8 000 sont des membres entreprises, des entrepreneurs, bien au fait des réalités du milieu, des enjeux auxquels notre société est confrontée. Donc, ensemble, on pense qu'en s'impliquant humainement, mais aussi financièrement, dans tout le milieu socio-économique, on peut être vraiment un agent de changement, être un fier ambassadeur du développement économique de Saguenay. Difficile de dire tout ce que Desjardins fait en une minute en matière de développement économique. Mais essentiellement, là, mentionnons que bon an mal an, chaque année, c'est $1 million minimalement qui est retourné dans notre milieu via nos fonds d'aide au développement du milieu, les dons et commandites. C'est plein d'initiatives dans lesquelles on est impliqué humainement et financièrement. L'Incube Desjardins, où est-ce qu'on est actuellement, le futur Incube Desjardins multisectoriel qui va avoir lieu, université, cégep, le monde de l'éducation, des initiatives extraordinaires comme le Fonds du Grand Mouvement qui redistribue des millions à des dizaines d'organismes pour des activités structurantes qui profitent à notre milieu. Le Fonds C, dédié aux entrepreneurs, Créavenir, aux futurs entrepreneurs de 18 à 35 ans, micro-entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'on appuie avec plein d'initiatives. Bref, Desjardins, c'est déjà un ambassadeur et il sera encore plus fier d'agir auprès d'autres ambassadeurs de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous relève d'affaires. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Simon Becnica, je suis vice-président jeunesse à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière et je suis également directeur en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content pour ce premier rendez-vous de parler de reprenariat et de solutions à la pénurie de main-d'œuvre. On est très content d'être avec vous. Donc aujourd'hui, les discussions aborderont des enjeux que vivent les entrepreneurs et gestionnaires d'entreprises, tels que la rareté de main-d'œuvre et les mouvements de personnel. Donc, outre la fidélisation des employés et le développement de leur sentiment d'appartenance, nos conférenciers et panélistes d'aujourd'hui estiment que le transfert d'entreprise ou l'accès à l'actionnariat ferait partie de la solution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier nos partenaires sans qui on ne serait pas là ce matin. Donc, nos partenaires annuels Rio Tinto, Ville Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay. Les rendez-vous relève d'affaires sont présentés par Bell en collaboration avec Desjardins Entreprises Saguenay et Raymond Chabot Grant Thornton et on a le soutien de Mila Marketing. Donc, pour commencer, j'aimerais céder la parole à la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière, Valérie Gilbert, directrice principale service chez Groupe Gilbert. Merci Simon. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Le sujet de la relève est définitivement un sujet qui me passionne et je suis très heureuse que la Chambre de commerce prenne part ce matin en organisant un rendez-vous relève d'affaires.
Clairement, je ne suis pas la seule que ce sujet-là intéresse, puisque vous êtes plus d'une quarantaine à être présents ce matin pour pouvoir en discuter. Vous savez, la pérennité des entreprises, la pérennité de notre région, entre autres, va passer par le reprenariat, puisqu'on a plusieurs organisations qui sont déjà sur le territoire et qui cherchent des repreneurs. Donc aujourd'hui, il est important de travailler cette pérennité-là et de parler d'actionnariat. En fait, l'accès à cet actionnariat-là, c'est une bonne solution pour intéresser les jeunes à intégrer une entreprise, mais ça fait aussi office de soutien pour retenir les gens et vos employés clés, les partenaires d'affaires que vous voulez avoir à l'intérieur de votre organisation. Tout ça, ça sous-tend d'avoir, bien entendu, un bon plan de relève et tout ça, ça se prépare d'avance. Et croyez-moi, il y a beaucoup de discussions à avoir autour d'un plan de relève. Ça se prépare, ça se discute. On parle autant de côté humain que de côté comptable. Donc, dans tous les cas, c'est des sujets à aborder. Je suis très certaine que ça se passe aborder ce matin avec nos conférenciers et nos panélistes. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. Profitez de ce beau matin-là, ce cadeau-là que vous vous faites pour entendre parler de l'actionnariat et de la relève d'entreprise. Bon matin. Good, merci beaucoup Valérie, merci d'être présent avec nous ce matin. Donc, juste avant de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, j'aimerais céder la parole à notre partenaire présentateur des rendez-vous relève d'affaires, Bell, représenté par Valérie Turcotte, gestionnaire principale de compte chez Bell Marché d'affaires. À toi Valérie. Merci Simon. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être présente à ce rendez-vous relève d'affaires et de représenter Bell, qui est un grand partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Merci à la Chambre d'avoir créé cette série Les rendez-vous relève d'affaires, qui nous permet de faire rayonner les jeunes talents d'ici. Chez Bell, nous sommes d'avis qu'il est d'une grande importance de soutenir la relève et l'accompagner dans ses réalisations. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Valérie, Bell, qui est un partenaire de longue date avec nous. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Donc, c'est maintenant le temps que je vais vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Par la suite, je vais leur laisser la parole pour leur conférence. Donc, Éric Dufour est vice-président des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et de la Côte-Nord chez Raymond Chabot Grant Thornton. Il est également associé et vice-président du groupe Conseil en transformation des affaires et leader national en relève entrepreneuriale reconnu partout au Québec pour son approche intégrée. Au cours des 30 dernières années, Éric a accompagné des centaines d'entrepreneurs dans tous les aspects d'un processus de transfert, financiers, légaux, fiscaux, stratégiques et humains. Oliver Agerblom, directeur transfert d'entreprise, détient un baccalauréat en économie de l'Université de Montréal. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers aux entreprises, ayant travaillé avec des entrepreneurs dans une grande variété de secteurs d'activité. Il se spécialise actuellement dans le financement des transferts d'entreprises, soutenant les équipes des centres de financiers aux entreprises Desjardins. Nous débuterons avec Éric, ensuite Oliver suivra. Donc Éric, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, plein de monde que je connais, Madame la Présidente, Madame Gilbert, qui travaille fortement dans un beau dossier de relève dans sa belle entreprise. Bonjour, bon matin. Merci la Chambre de commerce d'avoir organisé cet événement-là et de nous avoir invités. Bonjour Oliver de Desjardins, partenaire aussi. Belle, tout le monde. Je vois aussi le CETEC qui est présent avec Maxence. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous dans notre région. Écoutez, l'objectif que nous avons, je vais dire nous, parce qu'on s'est parlé beaucoup, nous, d'Oliver, comment apprêter le sujet ce matin, parce que c'est assez court, c'est difficile. Plus c'est court, plus c'est difficile. Donc, moi, de mon côté, je vais vous sensibiliser sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la PME au Québec et mettre tout ceci en perspective avec les défis de la relève entrepreneuriale. Je vous parlerai évidemment, comme Valérie l'a mentionné tout à l'heure, l'importance de bien se préparer. Et Oliver suivra sûrement avec des outils financiers, d'autres outils pour pouvoir vous accompagner. Lorsqu'on fait des présentations sur la relève, on se retrouve souvent avec différents publics. C'est un peu aussi le défi que nous avons de camper le message qui satisfait l'ensemble du public. Donc, habituellement, nous avons des personnes qui recherchent des opportunités comme repreneurs. Nous avons aussi des personnes qui sont des personnes clés dans leur entreprise et qui s'intéressent peut-être à l'actionnariat ou se voient offrir la possibilité d'être actionnaire. Souvent, on a des enfants d'entreprises familiales. On espère toujours avoir des cédants d'assistance. Donc, mes propos aujourd'hui vont pouvoir couvrir l'ensemble de ces personnes-ci.
Eh bien, que vous soyez quelqu'un d'intéressé à reprendre une entreprise ou prendre votre langage, acheter une business, ou que vous soyez un enfant de famille, il y a une chose qui est certaine. Il est déterminant d'avoir un dossier, un plan de relève, quelque chose de préparé lorsque vous analysez la situation. Donc, c'est la grande thématique de ce matin et je vais y aller avec un outil PowerPoint. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, j'essaie de partager et là, ça me dit quoi? Ça me dit que je ne peux pas partager. Ça commence bien. Ça commence vraiment bien. Vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit que participant screen sharing, techniquement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais le faire. Envoie-nous ta présentation rapidement. On va le faire. Éric, c'est fait. Tu peux partager l'écran dans le bas. C'est notre erreur. Tu peux y aller maintenant. Tu as l'option de partager. Ah, OK. Là, c'est correct. Voilà. Okay. Là, je suis rassuré. Donc, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ouh, que ça va bien. Donc, je vais me mettre en mode présentation. OK. On est parti. Donc, je vais faire une mise en contexte assez rapide. Lorsqu'on a du temps, j'ai beaucoup de plaisir à m'amuser avec la salle lorsqu'on nous sommes dans une salle. Donc, on va se mettre en contexte. Quel est le pourcentage des entreprises au Canada? Les PME représentent-elles? Donc, si je vous posais la question, vous répondriez quoi? Eh bien, c'est 98% des PME qui représentent les entreprises au Canada. Quel pourcentage de ces entreprises-là sont familiales? Dans la salle, souvent, on va entendre des 40, on va entendre des 60. Et la statistique précise, elle est autour de 80%. Donc, 80% de nos entreprises présentement au Québec, où l'entrepreneur atteint un âge où il doit réfléchir à son transfert, 80% de ces entrepreneurs-là ont au moins un enfant dans l'entreprise qui est impliqué activement, donc qui est catégorisé comme une entreprise familiale. Quel est le pourcentage des propriétaires de PME qui ont 50 ans et plus? Présentement, c'est autour de 60%. Donc, moi, j'ai commencé à sillonner le Québec en 2003 avec ce phénomène-ci et ce n'était pas la même statistique. C'était plus difficile à convaincre les personnes à venir dans les salles. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont aux abords de 58, 59 ans avec un enfant qui vieillit quand même et qui veut passer finalement, veut recevoir le flambeau. Donc, on est dans un autre contexte beaucoup plus opportun qu'autrefois. Combien de temps prend en moyenne un transfert d'entreprise? Ici, la réponse, on va vous donner 3 à 5 ans. Moi, personnellement, ce que je recommande sur le terrain, c'est un transfert progressif. C'est une intégration progressive à l'actionnariat. Le Québec, présentement, les propriétaires d'entreprises, je vous dirais, en la grande majorité des bébés boomers, ne sont pas tout à fait prêts à transférer totalement l'organisation pour toutes sortes de raisons. On va le voir tout à l'heure avec la turbulence qu'on a connue au cours des dernières années, etc. Souvent, il y a eu un impact sur sa valorisation. Donc, va vouloir transférer progressivement. Ça veut dire faire une réflexion sur sa valorisation actuelle, faire une bonne réflexion sur la transition, autant au niveau de la direction que de la propriété. Et ce qu'on va souhaiter, c'est un transfert progressif. Donc, oui, de 3 à 5 ans, mais quand même, ce qu'on recommande, c'est de débuter immédiatement à mettre en place un plan de relève et se mettre en mode transfert progressif avec une terre. Si on continue la statistique maintenant, quel pourcentage? C'est autour de 91% qui n'ont pas de plan de relève formel. Si vous allez dans votre quotidien ce matin, il y a un article, un sondage de PwC qu'ils viennent de faire, très préoccupant. Peu de gens ont des plans de relève. Et ici, plan de relève, tout à l'heure, je vais essayer de prendre un temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par plan de relève. C'est assez simple, c'est de réfléchir sur l'ensemble des risques dans un processus, de s'assurer de couvrir nos angles morts, que ce soit du côté management, du côté de tes compétences que du côté de ta fiscalité. C'est de prendre un moment précis où on fait le tour de la situation, le tour des forces et faiblesses de mon entreprise, et pour chacun des risques et des angles morts, on va se mettre des recommandations, ce qu'on va appeler un plan de match, un plan de relève. Et très peu d'entreprises font des réflexions complètes. Ils font des gestes parcimonieux,
Mais ce qui est recommandé, ce qu'on doit faire, c'est de faire un réel chantier que les entrepreneurs québécois fassent une réflexion concrète avec un plan concret de relève autour duquel il y a des partenaires qui viennent se joindre à eux. Les baby boomers entrepreneurs, habituellement, sont remplacés par combien de personnes? Nos superman, nos superwomen qu'on connaît sont remplacés par combien de gens? Donc, approximativement, je vous entendais le dire, autour de 2 à 3. Hein? Donc, 2 à 3. Pourquoi? Parce que beaucoup plus d'intérêt sur la qualité de vie et aussi les défis avec le temps ont fait en sorte d'étendre les compétences au niveau horizontal. Donc, on parle de 2 à 3 personnes en moyenne pour remplacer Roger et Sylvie. Donc, on continue. Combien d'enfants ont eu les bébés boomers? Donc, si vous pouviez me répondre, vous me diriez peut-être autour de 2, autour de 3, mais c'est précisément 1,86 enfants que les bébés boomers ont eu. Donc, on va s'entendre pour 2. Donc, 2 enfants que les bébés boomers ont eu. Maintenant, combien d'enfants de nos entrepreneurs familiaux québécois, combien d'enfants dans leur famille sont intéressés à s'impliquer dans la relève? La statistique, la moyenne actuellement, c'est autour de 1 max. Donc, on dit que ça prend 2 à 3 personnes pour remplacer notre entrepreneur, notre épicier, notre marchand de meubles, notre entreprise en construction. On dit qu'il a eu 2 enfants, il y en a un maximum habituellement qui est intéressé. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve face à des opportunités pour les gens qui sont ici, qui veulent reprendre des entreprises. On se retrouve face à des opportunités pour des employés clés, des PME. On arrive vers un phénomène qui est hybride. Donc, la culture familiale, l'épice familiale de notre Québéking va être beaucoup diluée. On va se retrouver avec un entrepreneuriat beaucoup moins familial qu'autrefois, où il va être un peu plus collectif. Et là, ça crée également une anxiété pour certains entrepreneurs. N'oublions pas qu'ils représentent 80% de nos entreprises. Maintenant, d'autres éléments du contexte. Moi, personnellement, je trouve qu'on a une opportunité en or, parce que ça fait depuis 2003, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je m'intéresse à cette cause-là. Je sillonne toutes les régions du Québec depuis ce temps-là. J'avais eu le mandat de monter les premières meilleures pratiques d'affaires du ministère pour la relève et c'était très difficile d'amener les cédants dans des salles. On avait toutes sortes de stratégies. Donc, au cours des dernières années, on a toujours eu de la difficulté à amener un rythme des dossiers de relève. Mais je n'ai jamais senti autant de demandes actuellement, autant de fébrilité pour certaines raisons spécifiques. Et je vais en faire une présentation. Ici, une des raisons, besoin d'intégrer les ressources clés. Pourquoi? 64% des entrepreneurs présentement ont une croissance limitée par manque de main-d'œuvre. 61% de ces entrepreneurs sont obligés de travailler sur le plancher, augmentent leur nombre d'heures de travail et évidemment, ça a des impacts considérables sur leur santé. 55% ont des difficultés d'embaucher. 49% des entrepreneurs doivent augmenter le salaire, améliorer les avantages sociaux. Ça leur amène des défis de performance, de rentabilité, des inquiétudes sur leur valorisation, leur patrimoine, etc. 44% de ces gens-là également doivent retarder la livraison de commandes, la livraison de services. Donc ici, qu'est-ce que je veux apporter comme aspect? C'est qu'on n'a jamais eu autant une situation où l'entrepreneur reconnaît qu'il faut s'asseoir à une table, où il faut réfléchir, reconnaît qu'ils doivent amener à cette table des personnes clés et même les intéresser à l'actionnariat. Présentement, j'ai beaucoup d'appels d'entrepreneurs qui demandent les solutions pour intégrer même leurs employés sur le plancher à l'actionnariat. Ils veulent qu'on discute des différents moyens. Donc, on apporte les différents outils qui existent avec les avantages et inconvénients, que ce soit le modèle coopératif, les fiducies d'employés, employés co, les solutions d'actionnariat fantôme, etc. Donc, les entrepreneurs s'intéressent beaucoup à comment je peux retenir mes talents parce que la pression, la pénurie de main-d'œuvre est très importante. Mais ça ici, ce que ça fait que pour ce qui est des gens qui sont intéressés à des opportunités dans l'entreprise dans laquelle ils sont, et s'ils sont une personne clé, effectivement, ils peuvent avoir accès à l'actionnariat plus facilement qu'on pense. Un autre facteur qui est important, c'est au niveau de la santé de nos entrepreneurs. Une préoccupation très grande que nous avons,
quand on regarde la statistique ici, 45% des entrepreneurs ont des problèmes de santé psychologique, 43% travaillent beaucoup plus d'heures, 39% sont déprimés au moins une fois par semaine, 64% se sentent fatigués et ont peu d'énergie. Ce phénomène-ci est préoccupant. Quand on sait que 80% du produit intérieur brut québécois est généré par des dirigeants, des entreprises, des PME, comme vous autour de la salle, eh bien, c'est très préoccupant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les entrepreneurs ont vécu la même chose que nous tous au cours des dernières années, mais ils ont vécu une spirale de changement, que ce soit au niveau du consommateur, des modèles de livraison. Nous avons vécu une situation préoccupante et de plus en plus, les gens sont épuisés et ils veulent aussi avoir une qualité de vie. Donc, encore une fois, une mise en contexte où il y a une opportunité pour mettre à la table l'ensemble des entrepreneurs de notre région et du Québec pour mettre en place des plans de transition et des plans de relève. Un tableau ici qui me porte à cœur toujours lorsque je fais des présentations, c'est la cartographie générationnelle. Cette cartographie générationnelle-là est souvent la cause, et plusieurs, pas plusieurs, mais je connais des personnes qui sont ici dans la salle, je ne vous vois pas, mais je suis convaincu que vous avez le sourire en dedans de vous. La différence générationnelle apporte une très grande préoccupation, une difficulté même à mettre en place une nouvelle culture, une nouvelle gouvernance, un nouveau management. Et par contre, nous avons un bridge d'encore au moins 5 à 8 ans de cohabitation de différentes générations. Et c'est là le défi. Et c'est là le défi où on ne peut pas s'en sortir si on ne fait pas une pleine réflexion, une pleine photo de la situation, où on a un plan de relève concret, où on appointe l'ensemble des éléments, autant le deuil, les aspects humains, les compétences, pouvoir décisionnel, etc. Donc, on se retrouve avec des bébés boomers qui ont bâti le Québec, hein, qui ont construit leur entreprise à leur sueur de front et qui, présentement, vivent pour certains un deuil du pouvoir, un deuil du managérial, du pouvoir managérial, un deuil de prendre des décisions. Et également aussi, beaucoup de ces gens-là sont des émotifs et ont beaucoup d'insécurité face au risque de dévalorisation de leur portefeuille et de leur patrimoine de valeur d'entreprise. Donc, ces gens-là sont anxieux. Par contre, ils viennent de comprendre que la pénurie de main-d'œuvre apporte un risque sur la valeur de leur PME et également, tous les modèles de transformation apportent des risques différents. Donc, ils sont conscients qu'il faut qu'ils amènent à la table des gens avec des compétences différentes d'autres générations. On a nos X qui sont sur le terrain. Donc, s'il y a c'est surtout une activité de la jeunesse, vous allez arriver dans vos entreprises et souvent, il va y avoir un travailleur ou un employé clé qui va être de cette génération-là. Cette génération-là, il y a des craintes qu'elle soit oubliée un petit peu. Elle a vécu dans un contexte au Québec assez difficile dans le temps du déficit zéro. On a vécu dans un moment pas simple où l'entrepreneuriat est obligé de s'installer avec des travailleurs autonomes parce qu'il y avait peu d'emplois. Ces gens-là, ils ont certaines frustrations puis ils ont le goût d'être respectés. Donc, moi, quand je travaille un dossier de relève avec cette génération-là, on prend pour acquis que ces gens-là s'expriment peu, mais ils ont des craintes intérieures où il faut les respecter puisque souvent, c'est des employés clés majeurs. Bon, là est arrivée la génération des extraterrestres que j'appelle, mais là, ça, je vais garder une gêne parce que quand je suis dans une salle, j'ai beaucoup de fun avec ça. Nos Y, nos jeunes, ont amené, puis je les taquine, je les aime beaucoup. J'aime toutes ces personnes-là autour de cette table-là. Donc, les Y, finalement, ils ont bouleversé le monde parce qu'ils ont décidé qu'il fallait avoir une qualité de vie. Donc, et merci à cette génération-là. Je trouve que c'est tellement une belle génération. Effectivement, ils comprennent que dans la vie, c'est pas rien de travail. Il faut avoir un équilibre, il faut avoir une vie familiale. On a des enfants, il faut s'en occuper. Maintenant, par contre, l'écosystème des PME n'est pas adapté à ça. Parce qu'on a des baby boomers qui ont navigué à travers de « tu travailles, tu es payé, c'est celui qui est sur le plancher qui doit être payé plus grand », etc. Donc, difficulté générationnelle, il faut se parler. Si on ne se parle pas, on va vivre un transfert avec plein de conflits. Donc, les Y, vous avez amené, vous avez poussé, hein, vous êtes en train de pousser les organisations, les PME, vers des modèles beaucoup plus humains, beaucoup plus collectifs, etc. Et est arrivée cette crise-ci qui met en perspective je vous dirais, beaucoup de défis. La COVID va être la source de beaucoup de littérature sur le management. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les individus ont eu des rendez-vous avec eux-mêmes. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les entrepreneurs, eux aussi, ont eu un rendez-vous avec eux-mêmes parce qu'ils étaient aussi à la maison avec leurs chiens, leur chat, le beau-frère qui passe en arrière. Donc, tout le monde, on s'est retrouvé à travailler dans notre maison
on s'est regrondé sur la source de la vraie vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça amène de la pression parce que les gens ils ont décidé de goûter au défi, de vouloir des rêves, de vouloir croître plus différemment. Donc, on se retrouve avec des gens qui viennent nous rencontrer. Hein, moi aussi, je suis un entrepreneur et qui désire toucher à des sommets, à des rêves, beaucoup plus qu'autrefois. Il y a des gens qui ont modifié leur mode de consommation. Donc, ça bouleverse effectivement l'ensemble du modèle d'affaires des PME. Et là, de là, le sujet d'aujourd'hui, l'importance de se préparer parce que les modèles ne sont plus les mêmes. Donc, quand on vous parle de bien vous préparer, c'est d'arriver dans une notion de gestion des risques. Donc, nous, dans notre pratique, nous sommes en mode produit. Nous intervenons présentement dans beaucoup de PME au Québec. Beaucoup de clientèle à Montréal dans le domaine des quincailleries actuellement. Donc, je rencontre des entrepreneurs. On va par entrevue avec les cédants, les repreneurs, les équipes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser finalement les forces et faiblesses de mon organisation, où je me situe actuellement, et également quels sont mes risques dans une notion de transition, dans une perspective de transfert d'entreprise à travers des générations différentes, mais à travers des marchés qui changent, des intentions des humains au niveau de TRH qui sont bouleversées et une pénurie de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On va dans une perspective de challenger, de jaser sur les risques. Ici, je ne fais pas de lecture complète parce que je vois toujours que le temps avance trop vite. Donc, mais je vais quand même faire le tour globalement. Donc, on va, et là, je parle aux gens qui sont dans la salle, qui sont peut-être intéressés à reprendre une business, ou des gens qui sont dans leur boîte, qui voient le père qui tenant le pick-up pour après contrat, ou des gens qui voient le père et les mères en entour d'une table qui apportent des tableaux de bord et des chiffres. Là, je dois vous dire qu'il faut pointer l'ensemble des sujets. Parce que tout ce qui est ici, ce sont des causes que nous, comme experts, on intervient pour gérer des conflits. Qu'on dit toujours, t'aurais donc dû. Il y a des chansons, hein, il y en a une chanson là-dessus, t'aurais donc dû. Mais t'aurais donc dû d'en parler et te préparer. Donc ici, au niveau des ressources humaines, ta structure organisationnelle, tes compétences, tes profils psychométriques, courage managérial, taux d'anxiété, comment mon terrain des RH actuellement est organisé. J'ai-tu les outils nécessaires pour protéger ma valeur d'entreprise au niveau de mes RH? Ma rémunération est-elle alignée avec le marché? Ma marque employeur est-elle protégée? Alors, à ce moment-là, l'attente des gens de mes ressources sont-elles comblées? Est-ce que l'augmentation salariale que je dois subir va avoir un impact sur ma valorisation? Une série d'échanges qu'il faut avoir parce que ce ne sont pas tous les PME qui sont enlignés. À ce bloc-là, je parle toujours d'un des textes que j'avais composé qui s'appelle le darwinisme du management. Je dis toujours aux organisations qui veulent faire des RH qui se disent « Ah, de toute façon, ça a toujours marché de main, il va toujours avoir du monde. » Darwiniste, c'est quoi Darwin? C'est que l'écosystème s'adapte lui-même. L'écosystème du management va s'adapter lui-même. Les gens qui ne s'adapteront pas au niveau de ces risques-ci sont voués à mourir. Si on continue maintenant, la gestion des risques au niveau de notre plan de relève, hein, de bien appointer les sujets, de niveler finalement, de s'assurer de l'équilibre des compétences qu'on a à travers l'équipe de repreneurs versus les défis, les besoins que nous avons. Conflits familiaux, hein, souvent le conseil de famille va venir améliorer cette situation-ci. Au niveau du management, quel outil de gestion que nous avons? Peut-être cette semaine, dans une entreprise où il y a une belle relève qui s'installe, je les entendais parler de processus. Je les entendais parler d'outils pour gérer les inventaires. Je leur entendais parler de tableaux de bord. Des jeunes qui étaient éblouissants. Les parents étaient presque en désarroi de les écouter. Donc, la confiance envers les jeunes vont se doter d'outils plus technologiques. Hein? Donc, c'est important, les tableaux de bord, la gouvernance. Moi, j'ai élevé une pratique sur la gouvernance, j'accompagne les gens à cet égard, puis j'ai beaucoup de plaisir parce que, encore une fois, le phénomène générationnel vient beaucoup impacter. La gouvernance des PME sera une clé de voûte déterminante. Comment communiquer? Avec qui? Quand? Comment? Quel sujet? Ma diversité, est-ce que je la mets collective? Je dois la mettre beaucoup plus collective, cette gouvernance-là. Pourquoi? Parce que, justement, suite au COVID, mes gens ont des attentes de s'épanouir. Pourquoi pas rendre collectif, plus horizontal, la contribution de mes compétences à travers des comités du conseil d'administration, mon comité RH, un petit comité d'éthique. Il y a des moyens que ça soit pas trop lourd. Je parle encore de PME, que ça soit simple, mais qu'on soit collectif. Donc, au niveau de la fiscalité de la finance, hein, donc c'est une notion, quand je parle, moi, de faire une revue, une photo de l'ensemble des aspects, bien ici, c'est important.
Le baby boomer, il a travaillé toute sa vie, il va être respecté, puis il va avoir une bonne fiscalité. Je vous ferai un clin d'œil tout à l'heure rapide sur ce qui se passe. Il y a une fenêtre présentement sur l'exonération du gain capital. Il y a probablement des gens autour de la salle qui savent c'est quoi. Là, le gouvernement fédéral va venir qu'à se décider puis s'exprimer, puis le ministre libéral on attend sa réponse. La fiscalité, l'injustice qu'il y avait est en train de se guérir, mais il y a encore beaucoup d'angles morts. Par contre, c'est au niveau financier. Beaucoup d'entrepreneurs ont des intentions de transfert. D'abord, il faut qu'ils connaissent la valorisation de leur business. Je suis rendu où au niveau de ma valeur d'entreprise? Donc, Oliver, tantôt, vous parlez du financement. Ça y prend un dossier complet. Ça y prend un dossier de ce qu'on a parlé tout à l'heure, le bilan des compétences, ils ont dit tout ce qu'il faut, etc. Mais là, ça y prend un dossier financier. Il est rendu où dans sa planification financière personnelle? Hein? Donc, sa valorisation d'entreprise est-elle adaptée à son besoin de retraite, etc. Si sa valeur n'est pas alignée, peut-être que ça va dicter le rythme du transfert progressif pour qu'il continue à valoriser son patrimoine tout en intégrant les jeunes à l'actionnariat et en les mobilisant. Très important. Où je suis rendu dans mes finances, mes besoins financiers. Maintenant, mon entreprise, c'est quoi ses capacités? Où j'en suis? Quelle croissance je peux lui donner? Donc, et quelle est sa capacité présentement à aller au financement? Parce que la fiscalité maintenant porte des règles. On doit aller au financement pour faire un dossier de relève. Quelle est sa capacité à supporter finalement leur rachat d'actions pour que notre actionnaire qui a travaillé toute sa vie puisse commencer à être payé, etc. Donc, un clin d'œil sur la fiscalité. Peut-être me dire, il me reste peut-être 5 minutes. Je n'ai pas de chronomètre. Annie ou Claude, il me reste combien de temps environ? J'espère que vous êtes là. J'espère que je ne suis pas seul. Oui, il reste 5 minutes. 5 minutes? Parfait. Merci. Donc, vous m'entendez bien encore? Tout est beau? Parce que je ne vois personne. Tout est parfait. OK. Donc, 5 minutes, c'est parfait. Je vais pouvoir conclure avec ça. Donc, on a parlé jusqu'à maintenant, pour vous tous, peu importe la position dans laquelle vous êtes, sur l'importance de comprendre le contexte, sur le fait que nos entreprises, toutes entreprises confondues, vivent des bouleversements dus à une pression sur la main-d'œuvre, entre autres, mais en même temps, les modèles qui changent. Donc, une importance beaucoup plus grande qu'autrefois à réfléchir sur les compétences en place, le management qui touche aux plus jeunes, de façon plus collective, d'être impliqué, de communiquer. Donc, il faut faire un portefeuille de rôles et responsabilités clairs, installer finalement un plan de la gouvernance. On a parlé jusqu'à maintenant de faire une réflexion sur la gestion des risques, faire le tour de nos forces et faiblesses, la cible que vous voulez acquérir ou reprendre, ou même l'organisation que vous voulez intégrer. Et on a parlé également du portefeuille et des enjeux fiscaux et financiers. Évidemment, en 5 minutes, je ne peux pas couvrir l'ensemble de ces éléments-là, mais il y a toutes sortes de moyens qui sont à mettre en place et vous avez tous entendu parler de ces moyens-là, j'en suis convaincu. Mais c'est important de bien consulter vos professionnels. Mais nous, lorsqu'on intervient dans un dossier, on a une équipe d'experts autour duquel il y a un fiscaliste qui va venir s'impliquer dans la démarche pour faire à vol d'oiseau le portrait fiscal d'organisation et les scénarios qu'on devrait utiliser. Donc, Oliver, quand tu reçois un dossier, tu reçois un dossier du management, tu reçois un dossier de la valorisation de l'entreprise, sa capacité financière, ses ratios, sa capacité à aller au financement, mais également les scénarios fiscaux. Donc, la plupart des organisations vont y aller maintenant par le gel successoral où on fait un geste fiscal et légal pour reconnaître la valeur de l'organisation en lien avec la planification financière personnelle. Et là, on va déterminer un rythme. Est-ce qu'on commence à transférer un 25 % tout de suite à mes repreneurs? Et quel rythme je vais aller jusqu'au transfert total? Donc, c'est ici les moyens techniques. Souvent, on va utiliser des sociétés de gestion pour les repreneurs, pour lever un financement. Beaucoup d'entre vous ont des fiducies déjà qui permettent finalement de pouvoir multiplier l'exonération du gain capital avec les enfants, mais également aussi pour donner le pouvoir à celui qui est fiduciaire, qui détient la fiducie, de distribuer à sa guise à chaque année le fruit de sa fiducie aux enfants. Je vais vous parler un petit clin d'œil, 1 minute, sur l'exonération du gain capital ici, parce que je vous parlais qu'on était face à un moment historique d'un ministre fédéral, libéral, qui devrait, on l'espère, la Fédération des chambres de commerce du Québec vient d'écrire un texte, je l'ai relu hier, on fait des offensives très fortes au niveau de la FCCQ.
Le Conseil du patronat du Québec s'en mêle aussi cette semaine. On va faire du bruit au Québec parce que ça sclérose le transfert d'entreprise au Québec. Les entrepreneurs qui ont des enfants, 80% ne peuvent pas aller chercher l'exonération du gain capital. C'est un billet de gratuité autour de 913 000 $ lorsqu'ils vendent leurs actions. Là, le ministre, le provincial a permis depuis 2016, mais très peu utilisé parce qu'on attendait le fédéral. Simplement pour vous dire, je vous mets en garde. Si vous êtes dans un dossier de relève, faites attention. Il y a des angles morts que présentement, peu de gens s'intéressent, mais où les entrepreneurs risquent d'avoir des problèmes plus tard. Et là, j'ai un listing ici. S'il y a des gens qui s'intéressent à notre document, je pourrais vous l'envoyer, mais il y a des angles morts autour duquel les repreneurs ne peuvent pas quitter l'entreprise des 5 ans après le transfert. Il y a des solutions par la convention d'actionnaire avec des clauses de pénalité pour sortie hâtive. Il y a également la notion de contrôle juridique. La loi, présentement, de quelle façon ils enlignent ça, il faut transférer le pouvoir au complet. Et ça, on se défend là-dessus, on essaie de se débattre parce que l'entrepreneur québécois n'est pas tout prêt à transférer 50% de ses actions. Donc, on essaie de faire des représentations pour qu'on puisse faire des transferts progressifs comme on en a parlé tout à l'heure. Il faut que les entrepreneurs aient été actifs 24 mois avant le transfert. Et regardez, vous voyez ici, ils doivent aller également au financement pour 40% pour avoir droit à l'exonération de gain de capital. Simplement gardez à l'esprit pour les entreprises familiales d'entre vous que si vos parents veulent avoir droit à l'exonération de gain de capital, même si le ministre s'en vient pour l'autoriser, il y a des conditions qu'on peut déjà préparer votre dossier pour stationner votre dossier temporairement pour qu'il puisse correspondre aux critères et aux attentes. En fait, je vais conclure avec le plan de relève. Nous, nos interventions, on travaille dans un mode avec un intégrateur, un expert qui maîtrise l'ensemble des enjeux. On va travailler avec une équipe d'experts qui va apporter un œil, une photo à un moment précis sur les intentions des propriétaires. On va faire le tour sur la faisabilité financière, la faisabilité fiscale, la faisabilité de l'équipe de compétences du management. On va revoir les forces et faiblesses de notre entreprise, etc. Donc, ici, vous avez également notre échelle de sujets qu'on discute. On va jaser avec nos cédants sur les intentions qu'ils ont. On va prendre beaucoup de temps avec eux pour gérer les risques de bris de confiance par la suite. Donc, s'assurer qu'est-ce qu'ils veulent continuer à faire, moins faire. C'est quoi le rythme de décélération ils veulent prendre? On va jaser avec les repreneurs, on va faire des tests psychométriques, on va bâtir des plans de développement pour eux. On va également établir un indice de transférabilité au niveau de la direction, transfert de direction et de la propriété. On va mettre en place des passerelles, on va recommander des passerelles, on va faire le tour des forces et faiblesses de notre entreprise et on va intégrer ça dans le plan de relève parce qu'on ne peut pas parler de valorisation de business si tu ne corriges pas si ta salle de bain est à refaire, ta plomberie est à refaire, ben écoute, que ton acheteur de maison va te faire le même commentaire. Donc, quels sont les défis de mon organisation? Est-ce que je dois investir dans le numérique? Je dois revoir mes processus, mes outils de gestion? C'est important. On fait le détail. Ensuite, nous, on va revoir les compétences de l'équipe pour franchir ces défis-là. On va s'assurer que l'équipe de repreneurs corresponde aux compétences et on va avoir une stratégie de communication interne face à ce plan de relève-là parce que vous avez des gens autour de vous, des employés clés, mais d'autres employés qui vous observent et qui ont beaucoup d'inquiétudes face à ce qui se passe, puis ça crée de la turbulence lorsqu'il y a un plan de relève. Donc, nous, on va recommander un plan de communication tactique auprès des ressources pour que les gens puissent être mobilisés dans ce plan-là. Et comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, les entreprises intègrent dans leur plan de bonification des plans autour duquel il y a des options d'achat d'actions, mais il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement sur le droit des actionnaires minoritaires dans les entreprises qui fait en sorte qu'on travaille, lorsqu'on fait une réflexion d'un plan de relève, à différents moyens. Oui, pour donner accès à de l'actionnariat avec des véhicules autour duquel l'ensemble des parties va être en confiance. Enfin, ici, une chaîne de valeur d'un processus de relève chez nous. Pendant de réaliser le plan de match, le plan de relève que je vous parlais, c'est autour de 2 à 3 mois. Et par la suite, nous, ce que nous faisons, nous proposons aux équipes de les accompagner pour la mise en place. La mise en place d'un plan de relève autour duquel, au moins une fois par mois, l'équipe relève de l'entreprise va faire le tour de la mise en place, du suivi, finalement, jusqu'au moment du transfert final, pendant le transfert. On appelle ça le post-transfert, mais en même temps, on parle de transfert progressif. Pendant ce transfert-là, il y en a des défis. Il faut souvent, là, écoutez, c'est pas parce que vous venez de faire un diagnostic relève qu'on vient d'entrer des gens à l'actionnariat, c'est le début, ça. Mais comment revoir nos compétences, nos rôles et responsabilités,
le plan stratégique de l'entreprise, nos modes de gouvernance, ça ne se fait pas de claquant des doigts. Donc, nous, on a un plan complet avec un échéancier réalisable. On s'entend sur une valeur d'entreprise, on s'entend sur un plan de transfert, un rythme de transfert, et on recommande de mettre une table paritaire où les gens font le suivi de l'avancement du plan. Écoutez, je vous remercie et je pense que c'est le temps de passer la parole à Oliver. Oui, merci beaucoup, Éric. Effectivement, ça va être la partie à Oliver, donc à toi, Oliver. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici ce matin avec vous dans la belle région du Saguenay-le-Fjord. D'entrée de jeu, merci Éric pour ta présentation. Effectivement, c'est donc plaisant de travailler des dossiers quand on a quelque chose de bien préparé d'avance comme ça et un plan de transfert bien élaboré. Je devrais dire, je suis ici ce matin représentante des Jardins, mais c'est ma collègue Marie-Josée Chabot qui, d'habitude, dessert votre région de l'équipe. Nous autres, on est l'équipe des directeurs de transfert entreprise. Marie-Josée, ce matin, elle est avec l'effet A, qui est pour l'entrepreneuriat au féminin. Donc, elle a d'autres engagements et ça me fait plaisir de prendre sa place. On a parlé beaucoup de préparation ce matin. Je vais vous parler sur le financement. Bien sûr, c'est l'apport que Desjardins fait dans les dossiers de transfert qui est le clou, si on veut dire ça comme ça. Mais on est aussi soucieux de la qualification de la relève et de comment faire le plan de transfert, qu'est-ce que Éric nous a démontré tantôt. Peut-être juste parler un petit peu de moi puis pourquoi je me suis joint à l'équipe des directeurs de transfert. Il y avait une statistique qui est sortie qui disait que 2 entrepreneurs sur 5 ne feront pas de transfert parce que c'est coûteux, parce que c'est pas sûr que ça va fonctionner, parce qu'ils savent pas qui ou comment trouver leur relève. Et ça, pour moi, c'est préoccupant, d'autant plus quand on dit que 80%, Éric l'a dit tantôt, 80% des entreprises, c'est des PME au Québec. Donc, si on pense que, mettons, 2/5 de ça pourrait ne pas être là dans 5 à 10 ans, c'est un impact énorme sur nos collectivités. Et c'est pourquoi je me suis joint à l'équipe transfert de Desjardins pour stimuler les entrepreneurs à réfléchir à leur plan et de travailler avec des professionnels comme l'équipe d'Éric pour le mettre en place. Ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme Éric a bien dit, mais il y a de la valeur qui est là à être dégagée de faire une belle préparation. Donc, je vais vous montrer, j'ai des slides à vous montrer, j'ai un PowerPoint à vous montrer, mais je vais essayer de garder ça pas interactif, on n'est pas en présentiel, mais je vais essayer de garder ça, comment dire, là, intéressant puis pertinent. Ici, on va dans le screen sharing, screen 2, un instant, voilà. Go. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation, oui? Très bien. Oui. Excellent. Ah oui, une chose que je voulais dire, je prenais des notes. Bien souvent, on parle du transfert comme étant une de 3 options. Donc, ça veut dire un transfert familial, intergénérationnel, un transfert à des dirigeants ou des employés clés actuels, donc un management buyout pour utiliser le terme anglophone, ou une vente à des tiers, étant la 3e option à ce moment-là. Dans mon parcours, dans mon expérience, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est des modes hybrides. Ça veut dire qu'il pourrait avoir des employés clés avec des gens de la famille qui viennent se joindre dans l'actionnariat et font partie de la relève. Donc ça, c'est intéressant et c'est pourquoi on a parlé aujourd'hui, ou on a nommé aujourd'hui la rétention des talents, l'accès à l'actionnariat comme une solution à la rétention des talents, c'est de regarder plus large que la famille quand on pense à la relève, parce que des fois, c'est des gens qui apportent, comment dire, là, des compétences et des façons de faire clés au succès de l'entreprise, donc ne pas les exclure dans le processus. Et ça fait bien souvent des beaux transferts, des beaux projets de transfert. Donc, je vais vous parler de financement, je vais vous parler aussi de plan de transition. Je répète un petit peu ce qu'Éric a dit, mais c'est pour mettre l'emphase sur l'importance de la préparation et
de bien structurer nos projets de transfert. Ici, donc, voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, parler un peu de cheminement, des sources de financement, les structures aussi, sans aller trop dans le détail, parce que c'est vraiment du cas par cas. Et je finirai avec le plan de transition. C'est le schéma ici qu'on a dessiné chez Desjardins pour montrer les différentes étapes dans un plan de transfert. Je ne vais pas aller là-dedans dans le détail aujourd'hui, on n'aura pas le temps pour le faire, mais je veux juste pointer du fait qu'il y a une espèce de structure logique à ça. Il y a des étapes à suivre, c'est pas pêle-mêle, je veux dire, il y a une définition de façon de faire. Pour parler des sources de financement, bien entendu, la première, c'est les institutions financières. Toutes les institutions financières offrent un genre de financement pour de l'achalandage. Et peut-être ça, c'est un des messages ce matin, c'est de savoir qu'on finance des actions de sociétés privées, bien que ce n'est pas tangible, ce n'est pas quelque chose qui se revend, mais on le fait. Desjardins s'est doté d'une équipe de gens comme moi, des directeurs de transfert entreprises, qui viennent en appui au centre Desjardins Entreprises. Donc, on supporte les directeurs et directrices de compte dans le réseau des caisses Desjardins et on les aide à regarder bien comment faire. Parce que l'achat d'une business, on va se le dire, c'est pas aussi simple que acheter, par exemple, un immeuble à revenu ou une pièce d'équipement quelconque ou quelque chose où que, le prix est très facile à déterminer. Il y a un bon d'achat et la durée de vie est facile à amortir. Donc, un projet de transfert, un financement de transfert, ça demande une certaine analyse et c'est ce que je fais à journée longue. Donc, j'analyse des états financiers puis aussi des plans de transfert qui sont élaborés par l'équipe d'Éric ou s'ils ne font pas affaire avec eux, ben, on les dirige vers ces genres de choses-là pour bien accompagner. Desjardins Capital, c'est notre cousin qui vient apporter des débentures. C'est un financement sans garantie. Il y a aussi BDC, BDC Capital notamment, qui fait également du financement sans garantie. Investissement Québec, toujours un partenaire intéressant, ou bien pour des garanties de prêt ou du financement direct dans certains cas. Et Export Développement Canada, c'est pas souvent pour le financement comme tel, mais ils ont des programmes intéressants qui peuvent aider à faire un complet. Et finalement, ben, des fonds privés, donc des fois, c'est des sources de vos amis, de votre famille qui peuvent être un complément de sources de financement. Oui, je voulais parler d'un partenariat qu'on a avec un organisme sans but lucratif qui s'appelle Fundica, qui a un site web que je n'ai pas répertorié là, mais on pourrait vous le partager, où est-ce que vous pouvez aller chercher de l'information à propos des différents programmes, notamment des subventions qui sont disponibles. Ça dépend du secteur d'activité, bien entendu, et des besoins de financement en tant que tel. Mais on a ce partenariat pour aider les entrepreneurs, les membres entrepreneurs à trouver des sources alternatives de financement dans leurs projets. Donc, quand on fait un projet de financement, bien que je vous disais, j'analyse des états financiers, et c'est vrai, je le fais, mais je ne peux pas passer outre la qualification de savoir c'est qui la relève, c'est quoi son parcours, comment on les estime leurs compétences pour faire arriver le projet. Et c'est ce que Éric fait très bien avec son équipe. Ensuite, bien, on analyse l'entreprise. Ça, moi, j'ai l'habilité de le faire dans le sens que j'ai 20 ans d'expérience dans les services financiers aux entreprises, donc j'en ai vu pas mal, mais je me ressource aussi à des benchmarks, excusez-moi, des façons d'analyser, voir la structure actuelle puis la performance historique. Elle se compare comment avec le reste de l'industrie. Et on veut aussi regarder un peu les perspectives, etc. Ce que je veux dire, peut-être un des messages là-dedans, c'est pour nous, chez Desjardins, quand on a la bonne équipe dans le bon secteur, on va trouver un moyen de faire le financement, de trouver une solution. Je dirais que c'est les deux composantes les plus importantes dans l'analyse du dossier. Oui, il faut regarder des ratios, oui, il faut avoir une couverture de la dette. Bien sûr, on ne veut pas endetter des entrepreneurs au-delà de leur capacité de rembourser, ce serait une folie. Mais on commence avec
l'équipe de gestion qui s'en vient en place et l'industrie, le secteur dans lequel l'entreprise évolue, pour savoir si on a un projet viable ou pas. Après ça, on regarde les chiffres puis le montage financier. Je ne pourrais pas passer aujourd'hui sans vous dire l'importance d'être bien entouré. Raymond Chabot ont une belle expertise, des gens très compétents qui vont pouvoir vous aider avec tous les aspects. Moi, je le dis souvent, je remplace personne. Je remplace pas le fiscaliste, je remplace pas le comptable, surtout pas l'avocat. C'est pas mes compétences, c'est pas mon rôle. Ces gens-là font partie de l'équation et on veut travailler de concert avec eux, main dans la main. C'est pas des vases clos puis chacun fait sa job pour l'entrepreneur. On veut être une équipe qui entoure l'entrepreneur et qui l'aide à bien faire son projet. Ici, bien, on veut parler un petit peu de notre approche, notre philosophie de base quand on parle de financer des actions d'une société privée, donc l'achalandage, le mou, si on veut dire ça comme ça. Notre souhait, c'est qu'on puisse faire un partage de risque à 50-50. Ce que je veux dire, c'est que Desjardins ferait un prêt de 50% du montant du rachat. Il y aurait 25% qui vient de la mise de fonds de l'acheteur ou de balance de prix de vente ou un mix de ces deux choses-là du vendeur. Et l'autre 25% viendrait d'une source que je vous ai mentionné tantôt, Desjardins Capital, BDC ou Investissement Québec, qui vient avec ce qu'on appelle des débentures. Dans la réalité, on n'est pas toujours là. Parfois, la proportion qu'on prend chez Desjardins, ça voisine plus de 60%. Mais l'important, c'est qu'on vous dise pas, on fait pas du 100% ni du 80%. Ça va être de l'ordre de 50 à 60%. Le facteur qui fait la différence, c'est de savoir c'est quoi les actifs sous-jacents dans la transaction. Parce que, bien que je vous parle de financement d'achalandage, il n'y a pas que ça dans le bilan quand on rachète l'entreprise. Il y a parfois des équipements, il y a des biens durables, des fois même des immeubles. Donc ça vient changer le dosage quand on regarde le complet. Et je vous dis 25-25 pour les repreneurs et les vendeurs et l'autre qui vient de débenture, mais ça n'a pas besoin d'être ça aussi. Ça peut être dans d'autres proportions. Il faut voir là, quels capitaux sont à la disposition des gens qui sont autour de la table. Parce que quand on regarde le coût du financement, il y a un coût nécessairement à ça. Bien, la dette senior et la dette conventionnelle, ce qui est qu'est-ce que moi je fais chez Desjardins, c'est nettement moins cher. Vous voyez mon graphique, ça va en montant. Donc, quand on est dans les prêts sans garantie chez Desjardins Capital ou BDC Capital, ça coûte plus cher. Et bien, quand on va dans l'équité, si on a des joueurs qui viennent prendre une position minoritaire, ça peut être encore plus cher que ça. Donc, c'est de balancer, si on veut dire, les sources de financement avec son coût pour faire la bonne chose pour l'entrepreneur. Comme je disais, je vais parler du plan de transition ce matin parce que des fois, quand on parle de ça avec un entrepreneur, dans mon expérience, il nous demande est-ce que Desjardins a besoin de ça? Pourquoi on fait ça? Puis je leur reviens tout le temps pour dire c'est pour vous que vous le faites en premier. Oui, certainement, moi je veux le voir. Oui, certainement, je veux comprendre c'est quoi comment on va faire la transaction, etc. Mais en premier, c'est pour vous, l'entrepreneur, le propriétaire, parce que bien, il a des engagements envers, bien sûr, sa famille, ses employés aussi ont des préoccupations, ils ont donné des années de service, ils ont été loyaux. Il faut les garder dans leur emploi actuel, ou on souhaite les garder dans les emplois actuels. Il y a la collectivité. Les communautés d'affaires sont un maillon très important. La PME est un maillon très important dans les comités d'affaires de nos régions. Il y a les fournisseurs et les clients, les actionnaires, s'il y en a plusieurs partenaires, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer sur le moyen et long terme avec la business. Donc, la planification fait partie des solutions qui vont répondre à toutes ces parties prenantes-là. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, ce n'est pas uniquement pour le créancier ou une personne en particulier. Donc, dans le plan de transition, bien, on parle de communiquer avec les employés, les fournisseurs, les clients importants. On parle d'organisation, Éric en a parlé tantôt, créer des comités qui vont être consultés pour
les prises de décision, puis fixer les objectifs, qu'est-ce qui s'en vient dans les années à venir. Oui, ici, je voulais vous dire, on parle de plan de transfert et souvent on s'arrête sur qui va racheter les actions, comment on va les financer et est-ce que c'est réussi ou pas. Moi, je dis souvent, le transfert, il y a 3 composantes au transfert, donc c'est ce que la slide elle dit. Il y a l'avoir, le savoir et le pouvoir. Le transfert des avoirs, c'est le rachat des actions, effectivement, et c'est probablement la partie la plus banale. Pourquoi? Parce que ça se passe dans un bureau d'avocat avec des documents. Eric en a fait allusion tantôt, il y a des fiducies qui sont créées, des compagnies de gestion, en tout cas, il y a toutes sortes de schémas qui sont faits pour créer un organigramme corporatif au niveau de détention des actions. Et ça, cette exécution-là, elle se fait dans un avant-midi et beaucoup de signatures, comme je vous dirais. Puis, il n'y a pas grand-chose. C'est pas très excitant. Le savoir, là, on parle de plan de transition. Là, on parle de combien de temps est-ce que les propriétaires actuels vont rester alentour des repreneurs pour les aider à bien comprendre les processus que l'entreprise utilise pour faire son métier. Transfert du pouvoir, c'en est un autre. À savoir comment est-ce que les employés vont réagir avec le nouveau patronat qui se met en place et comment ils vont interagir avec eux pour se sentir bien puis vouloir continuer à travailler avec ces gens-là. C'est pas un acquis. N'est-ce pas, dans la vie, il faut mériter sa place, une façon de parler. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Ça dépend toujours de la taille de l'entreprise, bien entendu, et des fonctions que chacun occupe. Mais il va y avoir un remaniement des pouvoirs dans l'organisation et il faut bien veiller là-dessus. Il faut prendre le temps de réfléchir à la mise en place de ces choses-là. Toujours dans le plan de transition, bien, une des choses que moi je recommande aux entrepreneurs quand ils sont en phase, quand on arrive à la fin, là, puis on est à veille, où on fait le rachat, puis on rentre dans l'entreprise, c'est d'être très sensible aux employés. On le sait, la COVID, elle a fait changer les modes de travail dans bien des industries. Les gens sont un peu plus fragiles peut-être dans certains cas par rapport à leur engagement puis l'emploi qu'ils occupent. Donc, c'est de bien saisir, comme on dit, leurs inquiétudes, leurs motivations, mesurer leur engagement, savoir c'est quoi qu'ils s'attendent de leur employeur, comment ils veulent être traités ou comment ils veulent travailler. Et la meilleure chose pour gagner la confiance, d'après moi, pour que l'employé veuille continuer à travailler pour l'entreprise, c'est d'afficher ses valeurs. La conversation des valeurs est toujours intéressante parce que ça vient faire ressortir c'est quoi qui rend les gens heureux. Ils s'identifient comment dans le travail qu'ils font et ils s'associent comment avec les patrons, les leaders qui sont autour d'eux. À ce moment-ci, dans ma présentation, si on était en présentiel, je vais me permettre la petite parenthèse, si on était en présentiel, à ce moment-ci, je vous demanderais c'est qui, selon vous, des leaders? Je demande la question à la salle de façon ouverte et sans vouloir parler pour vous, gens qui m'écoutez ce matin, mais bien souvent, on entend des gens, des Nelson Mandela, peut-être M. Lucien Bouchard, des René Lévesque, choses comme ça. Des grands politiciens ou des grands chefs d'entreprise, Elon Musk, peut-être en serait un, mais lui, il ne fait pas l'unanimité. Et là-dessus, je vous dirais que vous vous trompez tous. Si vous m'arrivez avec des noms comme ça, des personnalités très, très connues, pas pour dire que ce pas des gens qui ont fait des grandes choses, c'est certainement des gens qui ont accompli dans leur cheminement. Mais pour moi, le sens d'un leader, c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous référer. Ça veut dire, si vous aviez à résoudre un problème ou à prendre une décision, les leaders que vous identifiez devraient être des gens que vous pouvez contacter, que vous pouvez consulter. Donc, bien entendu,
Monsieur Musk, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici parmi nous ce matin qui est capable de le rejoindre, peut-être par Twitter de façon indirecte, mais moi, je parle de, par exemple, des fois, vos parents ou quelqu'un dans votre cheminement qui a été marquant, quelqu'un de communauté des affaires, quelqu'un qui fait partie de la Chambre de commerce, par exemple, qui a réussi dans son domaine et que vous pouvez consulter. Donc, on parlait de s'entourer de professionnels. Toujours important, toujours intéressant, mais s'entourer de leaders aussi, ça fait partie, je pense, des gens d'affaires qui sont matures et qui sont capables de dire « je ne sais pas quoi faire, puis j'ai besoin d'aide ». Il n'y a rien de gênant là-dedans, il ne faut pas, faut pas essayer de tout faire tout seul. Il faut être assez humble pour aller chercher l'aide quand il faut. Donc, identifier les leaders dans votre organisation, ça c'est important, pour bien supporter ces gens-là et leur donner la reconnaissance qu'ils méritent pour les garder motivés. Mais identifier aussi des leaders que vous pouvez avoir comme consultants. Il y a certainement à travers la Chambre de commerce des gens autour de vous qui pourraient être des ressources pour vous. Bien, exécution du plan stratégique. Mais ici, c'est un ordre d'idées. Ça veut dire, on commence par faire des observations, ensuite, on set des priorités, des choses qu'on voudrait faire, et en dernier, on amorce les changements. Le danger, c'est de commencer à vouloir tout changer jour 1 quand on devient propriétaire de l'entreprise. Ça va peut-être rendre les gens un peu mal à l'aise, on va dire. Je termine avec cette slide-là. Qui vient chercher c'est quoi les efforts, où est-ce que les efforts vont être à mettre dans le projet de transfert. Donc, on regarde aspects légaux et fiscaux, donc ce que l'équipe d'Éric fait en principe. Mettons, c'est 5 des efforts. Pas pour dire qu'il ne travaille pas fort chez Raymond Chabot, loin de ça, mais c'est pour dire que le temps que l'entrepreneur devra se concentrer là-dessus, c'est probablement 5 les aspects légaux et fiscaux, 20 les aspects financiers, donc avec les créanciers, les différentes sources de financement qu'on a regardées aujourd'hui. 25 organisationnel, ça c'est les pouvoirs qu'on parlait tantôt, donc de restructurer l'organigramme, à savoir qui va être en charge de quoi. Et je termine avec ça, 50 c'est sur les aspects humains. Au fait, je devrais dire, il y a une partie de cette tarte-là qui tombe dans la cour d'Éric et son équipe parce qu'il nous en a parlé. Il a dit qu'il faisait la qualification des individus, tests psychométriques, motivation, comprendre leurs compétences, etc. Donc, ça revient chez eux. Mais c'est pour dire que il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est beaucoup du travail sur soi et les gens autour de nous. Les aspects organisationnels et financiers, finalement, sont assez encadrés. Il n'y a pas 1000 façons de faire, je dirais. Mais côté humain, c'est plus compliqué. Je ne veux pas dépasser mon temps, mais je vais terminer en vous remerciant de prendre le temps ce matin de participer à un événement comme celui-ci, parce que ça démontre que pour vous, la planification, c'est important. Et ça me, comment dire, ça me rassure, puis ça me donne espoir qu'on va avoir des beaux projets qui s'en viennent. Parce que comme je vous disais, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas prendre le temps ou ne veulent pas mettre l'effort pour faire ces projets-là. Et ça, c'est préoccupant. Donc, je vous encourage de parler avec les gens chez Desjardins, vos directeurs, directrices de compte, parler avec les gens chez Raymond Chabot pour travailler votre plan. On est là pour vous aider. Et je redonne la parole peut-être à Éric ou… Non, ben, je vais reprendre le relais, Oliver. Merci, okay. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Merci Éric aussi là, pour la présentation. Donc, j'aimerais, on va passer maintenant au panel de discussion. Donc, on a une repreneuse et un cédant qui est avec nous aujourd'hui pour discuter de leurs défis et de leur processus de relève. Donc, je vais commencer par les présenter. Donc, on a Alexandra Poulain qui joue aujourd'hui le rôle de repreneuse. Là. Alexandra travaille au sein de l'entreprise familiale Excavation J. Poulain. Elle est chargée de projet depuis 3 ans, mais ça fait déjà plusieurs années là, qu'elle a occupé plusieurs rôles
rôle au sein de l'entreprise familiale. Et on a la chance aussi d'avoir Stéphane Riverain, qui est un entrepreneur propriétaire depuis 1997. Après quelques acquisitions et fusions, il est maintenant directeur du développement des affaires, chargé de projet, rédacteur professionnel et copropriétaire de l'agence Polka Arsenal. Donc, bonjour Alexandra, bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je vais commencer, je vais vous laisser la parole, juste nous parler de vous, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, aussi le processus de relève, vous en êtes où? Donc, quelques minutes. Donc, je vais commencer avec Stéphane. Merci Simon. Bon, bonjour tout le monde. Donc, merci à la Chambre de commerce de m'avoir permis de participer à cette activité-là aujourd'hui. Je ne suis pas un conférencier aguerri comme Oliver et M. Dufour, Éric, mais je vais faire mon possible pour vous témoigner mon expérience que je vis présentement. Donc, moi, je suis en affaires, comme Simon l'a dit, depuis 1997. J'ai grossi par acquisition. Donc, on est 2 associés aujourd'hui dans l'entreprise qui s'appelle l'agence Polka Arsenal. Dans le fond, on offre des services en marketing, communication, stratégie publicitaire, production vidéo. On est vraiment une agence intégrée 360 en marketing et communication. J'ai un associé avec moi qui s'appelle Tierno Nova, qui a à peine 40 ans. Moi, j'ai 53 ans, 54 ans dans pas long. Et on a entamé une démarche de relève avec l'équipe d'Éric Dufour, avec Raymond Chabot. C'est très, très récent, donc je n'ai pas vraiment... on n'a pas encore le plan déposé. Ça fait environ 3 semaines, 1 mois qu'on a entrepris cette démarche-là. Dans le fond, on a Éric a rencontré moi et Tierno pour nous passer en entrevue c'est quoi nos intentions. On a identifié également à l'interne. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que la personne qui va prendre ma relève, entre guillemets, on l'a identifié à l'interne. On est très content de ça parce que, d'après moi, ça aurait été plus difficile de trouver une personne de l'externe qui aurait peut-être fité avec moi et Tierno, plus avec Tierno parce que moi, je veux me retirer à 60 ans. Je fais tout le temps à la blague. Quand je vais avoir 60 ans et 10 minutes, je vais vouloir me retirer du monde des affaires. Tantôt, Éric mentionnait que les entrepreneurs vivent une fatigue entrepreneuriale. Je pense qu'il a raison. Moi, je suis un peu fatigué entrepreneurialement parlant, pas physiquement, mais je pense que j'ai quand même... je suis rendu à une autre étape qu'à 60 ans, je vais vouloir me retirer pour passer à autre chose, puis céder le flambeau à la personne qui va prendre la relève chez nous, qui est quand même beaucoup plus jeune que moi, puis qui va amener un vent de renouveau dans l'entreprise, puis une autre dynamique. Donc, est-ce que c'est important d'avoir un plan de relais puis de se faire accompagner pour faire ce genre de démarche-là? C'est sûr. J'ai toujours dit que le jour où est-ce que je vais décider de songer à me retirer, ça va avoir besoin d'une entreprise qui nous accompagne. Là, on le fait avec l'équipe de Raymond Chabot. Il y a des entrevues qui ont été faites, comme je disais, avec moi et Tierno. Même la personne qui va prendre la relève a été rencontrée également. Il y a des tests psychométriques qui sont en train de se faire avec la personne, la releveur, et Tierno, mon associé. Et il y a plusieurs employés clés également qui ont été rencontrés parce que dans un processus comme ça de relève, il y a plusieurs aspects à considérer. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut être accompagné par une firme professionnelle externe qui a un regard qui n'est pas comme nous. On a la face dedans, on est trop dans la forêt. Ça prend vraiment un regard externe pour être capable d'évaluer les enjeux ressources humaines parce qu'une relève comme ça, un plan de relève, il y a quelqu'un qui part, il y a aussi quelqu'un qui arrive. Donc, les employés clés à l'intérieur, il faut les aviser de ce qui va se passer, il faut les tenir au courant, il faut avoir leur feeling de ça pour bien les préparer. Il y en a qui peuvent voir ça positivement, d'autres peuvent voir ça plus comme une menace, mais c'est important que les employés clés soient rencontrés. Il y a un enjeu, ressources humaines, il y a un enjeu management, il y a un enjeu finance, un enjeu fiscalité, tout ce que Éric et Oliver ont mentionné tantôt, c'est tout des choses qu'on est en train de préparer avec l'équipe à Éric. Puis c'est officiel qu'on ne peut pas entamer une démarche comme ça nous-mêmes à l'interne, même si les entrepreneurs, on est des gens, on est des chefs d'orchestre, on fait des RH, on fait du management, on fait de la finance,
mais ça prend vraiment quelqu'un d'externe pour nous accompagner, puis surtout pour venir nous challenger autant le cédant que le releveur, puis faire prendre des prises de conscience pour qu'on atterrisse tout en même temps d'une manière assez douce pour que le transfert soit réussi. Donc là, présentement, on en est là. On est supposé avoir un rapport qui va nous être déposé en décembre, un plan de match pour vraiment entamer toutes les étapes qui vont suivre après pour intégrer progressivement la personne qui va prendre la relève. Dans le fond, on va être marié, entre guillemets, Tierno, moi et la nouvelle personne pendant un certain temps. Moi, éventuellement, je vais me retirer et c'est Tierno qui va vraiment continuer l'entreprise et la pérennité de l'organisation avec la personne qu'on a identifiée à l'interne. Good, merci. Good, Stéphane, je ne veux pas te couper, mais il va falloir que tu me gardes un peu de jus pour les prochaines questions. Tu es en train de tout répondre à mes questions. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je laisserai maintenant un peu la parole à Alexandra là, pour nous présenter un peu son cheminement et la compagnie pour laquelle elle travaille. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Alexandra Poulain. En fait, moi, ça fait environ, j'ai toujours travaillé pour l'entreprise familiale, je dirais, depuis au moins 8 ans. Je travaillais à temps partiel, j'occupais un autre emploi. Et il y a 3 ans, mes parents m'ont parlé et ils m'ont dit qu'ils pensaient de plus en plus à la retraite éventuellement. Donc, dans un horizon peut-être d'une dizaine d'années, au moment où ils m'ont parlé. Donc, il y a 3 ans. Donc, à partir de ce moment-là, mon père me dit que lui, il avait envie d'avoir, que je vienne le trouver dans l'entreprise, si ça m'intéressait. Il avait envie d'avoir quelqu'un de plus jeune aussi, un vent nouveau, apporter les nouvelles idées et tout ça. Fait que moi, j'ai pris la décision, en fait, de prendre une année sabbatique à l'emploi que j'occupais pour aller essayer, en fait, voir si ça fonctionne, si j'aime ça, parce que c'est un tout autre domaine de qu'est-ce que je faisais dans mon emploi. Donc, finalement, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis adaptée vraiment facilement. Fait que j'ai dit, OK, on embarque. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de se lancer puis d'établir un plan de relève. Présentement, notre processus de relève est encore en cours. Donc, nous, on a fait les différentes étapes avec la firme Raymond Chabot. Et c'est quand même un long processus, là. Donc, présentement, il y a moi comme repreneur et tout au long du processus, on a évalué une personne potentiellement, un repreneur potentiel, un employé clé. Et selon comment ça va évoluer dans les prochaines années, éventuellement, il va falloir probablement un autre repreneur, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, ça va être un processus de relève qui va être progressif. Donc, présentement, on est dedans, mais on n'a pas encore le point là, quand ça va être terminé. Good, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Stéphane, je vais aller avec toi pour la première question. Tu en as parlé un petit peu, la particularité avec votre relève, c'est que tu as un associé avec toi qui est plus jeune. Tu as nommé les âges tout à l'heure, puis vous intégrez encore une personne plus jeune. Comment vois-tu la relation entre les 3 personnes, puis comment vous adaptez au travers de la situation? En tout cas, à date, ça va très bien. D'abord, la personne qui va prendre la relève au sein de l'entreprise est chez nous depuis environ 1 an et demi, je dirais, là, grosso modo. Puis cette personne-là connaissait mon associé Tierno. Puis dans le fond, on a embauché cette ressource-là, non pas pour une démarche de relève, c'était pour remplir un poste, combler un poste, puis amener vraiment un vent de renouveau dans l'entreprise. Mais j'avais été avisé par mon associé que cette personne-là avait du potentiel et de l'intérêt pour éventuellement reprendre, me remplacer, entre guillemets. Je ne vais pas dire me remplacer, là, mais on peut dire ça comme ça. Mais présentement, ça va très, très bien. Tierno, moi et la releveur, on s'entend très, très bien. Moi, j'ai eu plusieurs associés. Je t'en ai fait depuis 1997. J'ai eu plusieurs associés dans ma vie d'entrepreneur. Des relations très bonnes, d'autres moyennement bonnes, d'autres un peu médiocres. Mais avec Tierno, ça fait 7-8 ans qu'on est associés ensemble. Puis on s'entend extrêmement bien, on est extrêmement différents. Je pense que c'est ça qui fait la force de notre fit. Moi, je suis une espèce de paquet de nerfs. Mais Tierno, il est très, très calme. Fait que
Quand je suis trop sur le nerf, il me calme. Quand il est trop calme, je me mets sur le nerf. En tout cas, on s'équilibre dans tout ça. Puis la personne qui va éventuellement intégrer l'actionnariat, la relève, on s'entend très, très bien avec elle aussi. On a même intégré cette personne-là sur notre comité de direction. On fait des rencontres tous les 3 à chaque jeudi ou 2 semaines pour jaser, pas de la relève, pas du plan de relève, pour jaser finances, ressources humaines, management, gestion, production. Donc, il y a déjà une intégration de la personne au sein de la... Est-ce que, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus, est-ce qu'il y a un petit clash des générations? Des fois, tu as nommé les âges un peu tout à l'heure, puis on en a déjà discuté ensemble. Est-ce que tu t'adaptes bien à cette nouvelle réalité? Oui, ben, je ne sais pas si on peut dire un clash, mais effectivement, moi, j'ai 53 et 58. La personne qui va prendre la relève, je n'ai pas son âge dans ma tête par cœur, mais au moins 20 ans plus jeune que moi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des différences générationnelles entre même moi et Tierno qui est plus jeune, mais c'est très positif. Tu sais, la personne, la releveur, elle nous amène, elle nous botte les fesses, là, on veut dire, moi et Tierno, elle nous amène à revoir nos façons de faire au niveau des ressources humaines, avec les employés, la gestion. Elle nous amène à réfléchir et à nous remettre en question un peu. Fait que oui, des fois, je trouve ça pas évident, entre guillemets. Moi, j'ai 53 ans, je ne suis pas un boomer, mais je réfléchis comme un boomer. Fait que ça peut être des fois difficile pour moi de gober ou d'accepter ce que la personne va nous soumettre. Peut-être qu'elle aussi a vu le même genre de problème, mais je vous dirais que dans 95% des situations, la relation est extrêmement harmonieuse. Puis c'est une ressource qui vient de l'interne, qui est récemment arrivée. Mais si je fais l'analyse de tous les employés que j'ai autour de moi, ben, c'est probablement la meilleure personne qu'on a ciblée pour entreprendre cette démarche-là. Merveilleux, merveilleux. C'est très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Alexandra, de ton côté, relève familiale, surtout dans un domaine qui n'est pas ton domaine d'études. En fait, l'excavation, tu as étudié en administration. Donc, explique-moi comment vous avez réussi à intégrer tout ça au travers du processus de relève. Là, entre autres, tu parlais d'une autre personne, donc j'aimerais t'en entendre parler. Bien, en fait, c'est ça. Comme tu l'as dit, moi, j'ai fait un DEC en comptabilité puis un bac en finance. Donc, tout ce qui est le côté gestion, il n'y a pas de problème. Tu sais, je maîtrise bien ça puis je suis bien à l'aise. Mais tout ce qui est côté plus technique, tu sais, je suis arrivée quand même dans un monde totalement différent. Donc, tu sais, je ne vous cacherai pas que quand je suis arrivée dans ce monde-là, j'ai pogné un petit 2 minutes. Là. Je me suis dit, j'ai fait le bon choix. Là. Un monde typiquement, tu peux en parler, là, chez Desjardins, je pense que c'était typiquement féminin, tu tombes dans un monde typiquement masculin, donc le clash a été important. C'est ça, exact. Puis aussi, vu que c'était tu sais, je connaissais le domaine, tu sais, je baigne là-dedans depuis que je suis toute jeune, mais tu sais, travailler là-dedans, tu sais, à temps plein, c'est différent parce que là, j'avais des tâches que, tu sais, que j'avais jamais touchées. Fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et finalement, ben, je me suis très bien intégrée. Puis je pense que de toute façon, même si je me suis bien intégrée, il va falloir quand même un releveur, un repreneur qui va assurer vraiment la pérennité de ce volet-là, vraiment technique, soumission, vraiment plus avec des connaissances, en fait, totalement. Je pense que c'est important aussi d'avoir une équipe qui est bien diversifiée. Donc, tu sais, on voit, tu sais, présentement, il y a juste mon père qui est dirigeant. Il a tout sur ses épaules. Fait qu'il a tout dans sa tête. C'est tout lui qui gère tout. Fait que là, de plus en plus, ben, tu sais, moi, je prends le côté qui est admin, gestion des ressources humaines. Mais c'est sûr qu'au niveau de peut-être l'atelier mécanique, ben, ça va, tu sais, un potentiellement repreneur de ce côté-là. Et aussi, remplacer le pilier qui est la tête et dans le fond, cette personne, c'est avec cette personne-là, en fait, qu'on réussit à avoir la pérennité de l'entreprise parce que c'est toute part de ça. Good. Puis juste un petit mot, comment ça se passe, travailler avec son père à tous les jours? C'est quelque chose qui est plaisant, j'imagine? Ben, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je me suis toujours très bien entendue avec mes parents parce que je travaille aussi avec ma mère. Donc, je vois mes parents quasiment 24/24. Fait que non, ça va super bien. On s'entend très bien. C'est sûr que, tu sais, c'est pas toujours facile de travailler en famille, là.
parce qu'il y a souvent des fois que on se dit vraiment les vraies affaires. Des fois, c'est pas toujours de la bonne manière, mais au final, on finit toujours par se comprendre. Puis je pense que c'est ça le plus important parce que c'est pas toujours facile en famille, mais nous, on a la chance que ça va super bien de ce côté-là. Good, merci beaucoup. Stéphane, je sais que tu es dans le début du processus, mais présentement, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens là, qui sont dans ta situation, qui sont décédants? Quel conseil tu aimerais leur donner, puis quelle expérience tu aimerais leur partager? Bon, ça va être très, très simple. Le conseil que je donnerais aux cédants pour le vivre présentement, même si la démarche qu'on a entamée est très, très fraîche, puis c'est embryonnaire encore, c'est sûr que c'est d'être ouvert, puis de laisser la place. Laisser pas la place, mais laisser de la place aux releveurs. On entreprend une démarche de relève. Là, il y a quelqu'un d'autre qui va s'intégrer dans l'actionnariat, dans toutes les sphères de l'entreprise. Fait qu'il faut pas vouloir garder encore le contrôle total jusqu'à temps que le transfert soit finalisé, dans mon cas, dans 4-5 ans. Laisser éventuellement cette personne-là va avoir les deux mains sur le volant. Donc là, laissez-lui au moins une main sur le volant, puis faites confiance, donnez-lui de l'accord, parce que souvent, les releveurs, pas souvent, dans la plupart du temps, c'est des gens plus jeunes pas mal que les cédants. Ils amènent carrément une autre façon de faire, autre façon de penser. La dynamique n'est plus la même avec les employés, avec l'équipe. Moi, je le vis présentement. Là. La releveur, amène un vent de renouveau, c'est très positif. Fait que là, moi, là-dessus, je suis très ouvert, puis je suis pas mal avenant. Puis tout l'accord qu'elle peut prendre, puis les initiatives qu'elle peut prendre, je lui laisse en discutant avec la personne. Mais c'est le conseil général que je dirais aux cédants. Là. Arrêtez de vouloir tout garder, puis faites confiance, puis laissez de la place à ceux qui vont chausser vos chaussures après. Merci, ouais, un très bon conseil. Effectivement, je suis sûr qu'Éric, c'est de la musique à ses oreilles. Je vais te relancer la même question, Alexandra, mais plutôt dans ton rôle de repreneuse. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent à ce processus-là ou qui sont présentement au début de ce processus? Moi, en fait, le plus gros conseil que je pourrais dire, c'est vraiment de bien s'entourer parce que, comme on a entendu tantôt avec les deux conférenciers, c'est quand même un processus qui est complexe, qui est long, puis on peut facilement perdre où est-ce qu'on s'en va aussi si on n'est pas bien entouré. Donc, moi, ce serait vraiment ça mon conseil, bien s'entourer, poser des questions. Faut pas rester dans l'incompréhension si on a des questions. Toujours clarifier les choses. Autant avec le cédant, si tu as des questions envers le cédant, c'est vraiment important de préciser tes interrogations, tes insécurités pour la suite. Puis, bien s'entourer aussi de professionnels comme nous présentement. Présentement, moi, quand j'ai des questions, je me réfère aux professionnels qui sont reliés à mon dossier, puis je leur pose parce que veux pas, ça va quand même changer notre vie. Donc, faut être sûr qu'on embarque dans des choses qui sont claires. Puis, je dirais aussi qu'un conseil, aussi de ne pas hésiter, exemple, à s'informer, à aller à prendre des conférences comme des choses aujourd'hui comme ça aujourd'hui. C'est vraiment là qu'on apprend. C'est pas nécessairement en parlant avec nos amis, notre entourage de tous les jours qu'on apprend puis qu'on entend l'expérience des autres. Fait que, moi, je me suis inscrite dans des groupes de relève. Je vais à des spin contacts. Je prends l'information dans des conférences. Fait que, c'est vraiment ça qui me fait en sorte que je me pose des bonnes questions puis je me dis, est-ce que je suis sur le bon chemin? J'ai-tu des interrogations? OK, j'ai entendu ce témoignage de cette personne-là. Ah, ça m'a soulevé des interrogations. Je vais clarifier ça soit avec le cédant, qui est mon père, ou je vais poser les bonnes questions aux experts pour m'enligner là-dessus. C'est vraiment de bien s'entourer, de poser les bonnes questions, puis de s'informer le plus possible. Il y a tellement de ressources. La chambre de commerce, les groupes de relève, il y en a partout. Il y en a plein. Je pense que c'est vraiment ça, la clé pour améliorer toujours ton processus de relève. Good, oui, merci beaucoup. C'est super intéressant, ces groupes relèvent en famille. Je n'ai pas le temps de parfait, mais c'est des questions pour les personnes qui sont intéressées. La Chambre de commerce est là pour vous en informer. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Alexandra. C'est ce qui termine notre panel de discussion. Donc,